Bienvenue à cette édition, le sommaire. Devant la commission budgétaire du Parlement, la Cour suprême a plaidé pour l'augmentation de son budget 2022 ce lundi 9 novembre, un budget en baisse de plus de 40% par rapport à 2021. Les quartiers du 8e arrondissement de Cotonou ont connu un toilettage le 27 novembre dernier. Des précisions dans cette édition. L'islam autorise la polygamie pour plusieurs raisons. L'islamologue Bachirou Lassisi se prononce sur le sujet dans cette édition. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à toutes et à tous. 1,958,596,000 francs CFA, tel est le budget 2022 de la Cour suprême. Un budget qui a connu une baisse de plus de 40% comparativement à celui de 2021. Présentant le projet du budget ce lundi face à la commission budgétaire au Parlement, le président Victor Dassi Adossou a plaidé pour une augmentation du dit budget. Selon la secrétaire générale de la Cour suprême, Dondi Amou, la justice n'est pas une administration comme les autres. C'est pour cela que la haute juridiction a besoin de ressources additionnelles au-delà de ce qui a été prévu par le cadre des dépenses à moyen terme. Cette augmentation, selon elle, est sollicitée selon elle est de 845 391 000 francs CFA, a-t-elle confié. Les conditions de recours à un avortement sécurisé sont élargies au Bénin. Selon la loi, l'interruption volontaire de grossesse IVG peut être autorisée jusqu'à 12 semaines à la demande de la femme enceinte. Il faut noter que l'IVG était auparavant interdite au Bénin, sauf circonstances exceptionnelles. Celle-ci peut intervenir lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale, stipule désormais la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Je vous invite à suivre à ce sujet les impressions du député Badirou Aguemon, qui est également médecin praticien. Ce n'est pas une question de foi. C'est une question de sauver des vies. D'accord? Sauver, peut-être vous allez dire, bon, la grossesse qui est là, c'est une vie. Mais généralement, sur le plan physiologique, je peux vous expliquer encore sur le plan physiologique, c'est que une femme qui tombe enceinte de 4 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 4 semaines d'absence donc des règles, d'accord? Oui, allez-y. Ou peut-être 8 semaines. Il n'est qu'au début de la grossesse. Il n'est qu'au totalement au début de sa grossesse en fait. Et si tant est que il y a des paramètres qui font que cette grossesse doit constituer pour elle comment on appelle un handicap
ou bien ça peut altérer sa vie, ou bien peut constituer un blocage pour elle, je pense que le législateur a dit, nous nous limitons aux IVG qui ne dépassent pas 12 semaines. Ça veut dire que vous êtes dans une fourchette de 4 semaines à 12 semaines. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord de conscientiser les gens pour que, parce que ce qui passe souvent, c'est quoi? C'est que généralement les filles, quand elles tombent enceintes, ne sachant pas où aller, les toutes premières semaines donc, de la ménorrhée, je dis bien les toutes semaines de la ménorrhée, elles ne savent pas où aller. Elles sont là à traîner la grossesse jusqu'à se retrouver au-delà donc des 12 semaines. Mais si on leur dit aujourd'hui que vous avez un cadre adéquat, donc si vous pouvez, après 12 semaines, on ne peut plus se faire avorter. On ne peut plus après 12 semaines. Tout est déjà là. Mais qui prend en charge les frais liés à l'avortement? Qui prend en charge? Oui, les frais. Mais c'est un acte médical. C'est un acte médical. Vous allez à l'hôpital et vous vous présentez devant le gynécologue qui s'y connaît. Là, ce n'est plus donc aller vers un charlatan ou bien aller vers un infirmier qui veut de l'argent, qui veut se faire de l'argent et qui va aller foutre du bordel dans votre utérus. Mais vous allez dans un milieu hospitalier où on pratique ce acte, avec toutes les conditions donc d'asepsie, et ça va se faire clandestinement. Ça va vous donner une chance, non seulement à la fille de procréer correctement, au lieu de la laisser aller faire l'IVG clandestin quelque part où elle ne pourra plus procréer, alors que même si elle arrive même à faire une IVG dans de très bonnes conditions médicales, elle peut avoir 2, 3, 4 ou 5 enfants par la suite. Alors, en réalité, je vais encore aller plus loin pour vous dire, quand nous parlons donc de notre conscience religieuse, notre spiritualité, nous qui sommes médecins, c'est nous qui voyons les choses. C'est nous qui voyons. Je peux vous dire, il y a des religieux qui envoient des enfants pour commettre cet acte-là. Ils sont nombreux. Dans toute obédience, je veux dire, que ce soit chrétien, catholique ou musulman, on va dire que il ne faut pas que nous faisions de l'hypocrisie sur ce qui existait déjà. Ça, je veux bien que les gens comprennent. Mais ce qui est sûr, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas pour encourager l'avortement qu'on a fait ça. Et que la femme ne doit pas être chosifiée non plus, puisque la femme, en son âme et conscience, quand elle devait prendre sa décision, elle sait prendre cette décision. Il est permis à un musulman d'épouser 2, 3 ou 4 femmes de son choix. Lorsque ce dernier n'arrive pas à les traiter de manière équitable, alors il possède simplement des esclaves. C'est ce que nous explique l'islamologue Bachirou Lassisi. Suivez-le au micro d'Abdelkader Achirou. Les femmes de prophète qui sont les croyantes, dignes, et que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'elles, mais elles sont jalouses entre elles. Donc, nos femmes ici, donc facilement, elles seront jalouses. Alors, n'ouvrez pas la porte pour cette jalousie. Essayez de maîtriser quand même, de faire l'essentiel. Oui, se marier à 2, 3 femmes, 4 femmes là, c'est une réalité que nous devons accepter. Parce que vous-même qui êtes là, quel que soit, et si vous dites que vous êtes marié à une seule femme, moi je crois que vous trichez dehors. Ça là, il n'y a même pas. Oui, vous avez un deuxième bureau, dehors vous trichez. Si c'est ta femme, accepte que tu te maries à une seule femme, à condition que tu triches dehors, alors elle a ouvert la porte à 2, 3, 4 femmes. Pourquoi? Parce que vous allez tricher et vous allez amener un enfant bâtard qui doit accepter selon la loi ici parmi vos enfants. Oui, bien sûr, et que c'est clair. Parce que vous allez sortir, vous allez avoir des bureaux. Bon, vous faites des deuxièmes bureaux, des bureaux à côté. Vous ne pouvez pas en avoir un parce que l'autre peut être en menstrué et dit qu'elle n'est pas disponible aujourd'hui. Vous allez l'autre. Parce que l'être humain veut changer. Vous avez votre femme, le neuf, non, c'est pas le neuf, c'est que le changement, oui, parce que votre femme est là, oui, vous voulez quand même une autre qualité, donc, est-ce que vous voyez? Oui, donc c'est pourquoi là, quand même, nous a un peu, il nous a compris dans ce choix, mais quand même, il nous a encore coincé. Donc, prenez 1, 2, 3, 4 catégories, donc tu fais une rotation là, comme une grosse mince, comme tu le veux, noir, rouge, bon, est-ce que vous voyez? Mais si vous dites que non, c'est une seule femme et votre femme, non, seulement, il faut savoir que ton mari est en train de tricher au dehors et que finalement, il va t'amener des enfants bâtards. Le jour de sa mort, on va dire que voilà les enfants de ton mari.
Alors, dernière question pour laisser ce parti ce matin. À quel âge, vous avez parlé de l'âge tout à l'heure, mais est-ce que lorsque l'on fait le mariage, est-ce qu'il y a des conditions? C'est-à-dire que, est-ce que le mariage doit être aussi pompeux, comme on le voit de nos jours? On a comme l'impression que les jeunes se donnent comme défi de se marier aujourd'hui. Est-ce que le mariage doit prendre toute cette allure où on voit, où c'est des moments d'exhibition d'argent, des moments de démonstration de force liée au numéraire? Est-ce que le mariage doit prendre cette tournure-là? Au fait, il y a des choses que nous avons créées nous-mêmes dans la vie ici. Parce que ce que l'islam nous a demandé de faire, c'est de respecter les règles, les conditions du mariage. Je veux me marier, tout d'abord, je veux l'accord des deux mariés. C'est que ce n'est pas un mariage forcé entre l'homme et la femme. C'est fini. Je veux l'accord des parents des mariés. C'est-à-dire l'accord du papa, du marié, l'accord du papa de la femme, et les deux. Parce que c'est les deux familles qui se marient finalement. Il y a la dot et les témoins. Mais tout ce que nous faisons pour accompagner tout cela, ce sont des exagérations. Et aujourd'hui, nous voyons que mon ami tel a fait le mariage, il a dépensé, il a fait comme ça. Moi aussi, je dois en faire. Non, la vie n'est pas de cette manière. La vie n'est pas une course. Non, n'est pas une course. J'ai mes moyens, je fais à ma limite et point tiré. Donc, dépenser d'une manière exagérée, parce que ce qu'on nous a demandé, c'est walima, c'est d'annoncer le mariage, pour que le mariage ne soit pas clos, pour que quelqu'un ne voit pas la femme là pour l'attaquer, mais il a déjà marié, pourquoi tu t'as... Ah, je ne savais pas qu'il s'est déjà marié. Donc, c'est pourquoi l'Islam nous invite à annoncer le mariage. C'est-à-dire, lorsque vous invitez les gens à manger, on sait que telle personne s'est mariée à telle personne aujourd'hui, point tiré. Telle personne est désormais la femme de telle. De telle personne, est-ce que vous voyez? Donc, alors, un autre homme va plus s'approcher de cette femme. On sait que c'est limité là. Mais lorsque vous exagérez dans cela, ce n'est plus bon. Parce que ça s'appelle en islam ida'at al-mal, le fait de gaspiller. Or, le gaspillage n'est pas bon. Et ceux qui gaspillent, comme Allah l'a dit, sont les alliés du Satan. Ils sont les amis de Satan. Donc, et le Satan est un ennemi d'Allah, qu'Allah nous guide sur la bonne voie. Les habitants des quartiers du 8e arrondissement de Cotonou ont procédé à un toilettage, à une campagne de salubrité le samedi 27 novembre dernier. Les rues ont été sarclées, balayées et les ordures ramassées. Les bonnes habitudes de la révolution reviennent pour le bonheur des populations. Carles Kitomé a sillonné quelques rues au cours de cette opération. Voici son récit. Des rues balayées, des coins abandonnés sarclés, c'est l'activité à laquelle se sont livrées les populations du 8e arrondissement de Cotonou ce samedi 27 novembre 2021. Mais là, on va voir le ramitan. Il est directement, il est pas au grand lit. Mais comme il combat dans l'air, il est bien à rami. L'ONG Bethesda était aux côtés de ces populations pour procéder à l'enlèvement systématique des ordures produites. Bon, l'opération de ce matin consiste c'est une opération de salubrité où les locaux doivent être nettoyés. Et donc, nous intervenons spécialement pour l'enlèvement des déchets une fois regroupés vers les points de regroupement. Nous sommes intervenus déjà dans le 8e arrondissement de Cotonou. Nous sommes à Minokpo, les quartiers Minokpo, les quartiers Beragba, les quartiers Agontinkon et actuellement nous sommes dans le quartier de Agbondjedo. Cette campagne de salubrité a reçu également l'appui de l'ONG Les Béatitudes, dont les relais ont profité pour sensibiliser les populations et rappeler à l'ordre les indélicats. C'est que la plupart des propriétaires indélicats, donc seulement, qui ne voudront pas obtempérer, c'est-à-dire nous allons les sensibiliser et au pire des cas les dénoncer. Parce que le cadre de vie est un patrimoine commun à nous. Et on ne saurait comment tolérer que d'autres rendent insalubre leur cadre de vie, l'histoire de rendre malade la population. Donc c'est un peu ça. Il y a des tests qui sont prévus, on va leur dire, et ils doivent quand même adopter le bon comportement et non de se dérober aux règles, non seulement d'hygiène et d'assainissement de base. Cette opération de salubrité sera renouvelée le mois prochain dans le 8e arrondissement de Cotonou.
Le quartier Titirou à Parakou a enregistré 3 décès dans la matinée de ce mardi 30 novembre 2021. Il s'agit de 3 membres d'une famille de 4 personnes retrouvées mortes. Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur la cause de ces décès, mais une enquête est ouverte à cet effet. Je vous invite à suivre à présent la compilation des actualités en Guinée, au Mali et en RDC. L'enquête Congo Hold Up révèle que sur les 43 millions de dollars détournés dans le cadre du scandale Hegel, 3,3 millions ont atterri sur un compte de la présidence de la République démocratique du Congo. Ce virement a permis de compenser un retrait d'espèces effectué par le directeur financier du président Joseph Kabila. Le scandale Hegel éclabousse directement l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et son premier cercle. Comme l'a révélé une enquête Congo Hold Up, cette société congolaise d'importation de poissons et de viande aux mains de très proches de l'ancien président Kabila est au cœur d'une enquête judiciaire à Kinshasa sur le détournement d'au moins 43 millions de dollars des caisses de la Banque centrale du Congo, BCC. À l'époque, le président Kabila, qui a quitté le pouvoir en janvier 2019, était chez lui à la BJFI-RDC, dont le directeur général était son frère adoptif, Francis Selemani. L'ancien président Alpha Condé a été transféré à la résidence de son épouse en proche banlieue de Conakry, selon un communiqué du Comité national de rassemblement pour le développement le lundi 29 novembre à la télévision nationale. Depuis qu'il a été renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, Alpha Condé était gardé en lieu sûr par des militaires. L'ancien président bénéficie d'un traitement digne de son rang, sans aucune pression internationale, insiste le CNRD. À moins de 10 jours du sommet de la CEDEAO, ce transfert est sans doute un signe d'apaisement lancé aux dirigeants ouest-africains qui ont imposé des sanctions économiques aux responsables du CNRD. Les chefs d'État de la CEDEAO exigent toujours des clarifications sur la durée de la transition. Et pour finir au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a invité ce lundi 29 novembre les responsables des partis politiques du pays au palais de Koulouba pour les inciter à participer aux assises nationales de la refondation. C'est à une séance d'échange avec le chef de l'État que les partis politiques maliens étaient invités ce lundi matin. Mais les représentants des partis politiques ont assisté, selon le terme de plusieurs participants, à un monologue du président de la transition. La réunion a donc été assez courte. Elle a duré moins d'1 heure. Le colonel Assimi Goïta a une nouvelle fois tenté de convaincre les nombreux récalcitrants à prendre part aux assises nationales de la refondation. Pour cela, il a usé des mêmes arguments que ceux avancés jusqu'à présent. La nécessité de se rassembler et de fixer le cap des futures réformes pour sortir le pays de la crise dans la cohésion. Sport pour terminer, le duel entre Loto Popo et l'AS Tonnerre a démarré bien avant la confrontation sur le terrain. Dans les gradins, c'est euphorique total au sein des supporters des deux camps. Cette dévotion à une équipe est un devoir. Anaël Dou nous fait vivre cette ambiance. Suivez le reportage. Sous le chaud soleil de cet après-midi du 28 novembre, ça gronde dans les tribunes du stade de Grand Popo. Deux shows rivalisent dans l'enceinte du stade. C'est le match entre les supporters de Loto Popo et ceux de l'AS Tonnerre.
Ce duel avant le coup d'envoi est un devoir, explique Fréjus Titigweti, président des supporters de l'AS Tonnerre. Supporter une équipe de football, c'est jouer ce rôle du 12e homme et amener l'équipe à gagner. Quand l'équipe sent qu'il a ce 12e homme derrière, il n'a pas envie de perdre. Il a envie de jouer, il a envie de marquer, il a envie de jouer à fond pour pouvoir faire honneur à ce public qui l'a accompagné. C'est le rôle du 12e homme qui est appelé les supporters. Leur devoir, c'est de commencer par animer pour que les joueurs qu'ils ont accompagnés, que ces joueurs-là les voient et qu'ils sachent qu'ils sont en train de les soutenir jusqu'à la fin du match. Ça les motive, ça les galvanise, ça les amène à mouiller le maillot. Tonnerre bat l'Autopopo avec un but. Les jambes au cou, c'est l'euphorie totale au sein des supporters. La joie est à son paroxysme pour la mission accomplie avec succès. Mes impressions sont les impressions de joie, de fierté, naturellement, parce que j'ai amené l'équipe de l'AS Tonnerre à Locos et à Grand Popo. Et puis quand je suis venu, les gens sont en train de dire qu'ils vont nous battre à un score vraiment lourd. Mais j'ai dit, quand nous on quitte la cité des Wekbadjavi, quand on vient, on marque toujours. Et quand on marque là, personne n'égalise. Donc c'est surtout ça. Aujourd'hui, on a joué la détermination et puis on a gagné ce match 1-0. On a pris les 3 points, on amène ça à Boycon. Ce rôle du 12e homme s'avère capital. Pour chaque équipe, il est toujours constitué. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.